Chers téléspectateurs et internautes, bonjour, bienvenue dans votre émission Audace qui a le plaisir aujourd'hui de recevoir Madame Pereira Houraye Thiam, journaliste de formation mais devenue avec le temps businesswoman. Madame Thiam, bonjour. Bonjour Aïssatou. Madame Thiam, veuillez-vous nous rappeler un peu qui est Houraye Thiam, votre enfance, peut-être revenir sur ça. Déjà, bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent sur vos différentes plateformes. C'est avec plaisir que nous sommes avec vous pour retracer un peu notre parcours. Donc, comme vous l'avez dit, je suis journaliste de formation. Je suis sortie du CESTI de la 33e promotion et il se trouve que depuis mon enfance, je me suis toujours activée dans le business. Donc, je suis une fille de commerçante. Ma mère vendait de l'encens. Donc, c'est dans cet environnement-là que j'ai grandi et que je me suis initiée très tôt au business. Maintenant, pour mon enfance, je suis née au centre du Sénégal, à Mbacké, dans la région de Diourbel, il y a 41 ans. J'ai grandi dans la grande banlieue sénégalaise, à Pikine, où j'ai fait toutes mes humanités. Après le BF, j'ai suivi l'école privée Seydou Nourou Tall de Pikine, une école de référence dans la banlieue. Et après, par la suite, je suis allée au lycée Van Vollenhoven et Lamine Gueye, où j'ai obtenu mon bac. Par la suite, je me suis rendue à l'université de Dakar pour suivre lettres modernes jusqu'en licence et spécialisation grammaire. Donc, j'ai été initiée au mouvement syndical. Je suis une grande syndicaliste du mouvement estudiantin. Et par la suite, après quelques années d'engagement syndical, j'ai été épuisée. J'ai voulu quitter le campus. Donc, c'est comme ça que j'ai fait le concours du CESTI, où je me suis retrouvée dans la peau de ce métier de journaliste que j'ai toujours voulu faire. J'ai toujours aimé le contact, la langue, la communication, l'échange, l'interaction. Donc, j'ai été journaliste depuis lors, bientôt 20 ans. J'ai fait presse écrite, radio, agence. J'ai été à l'agence de presse sénégalaise. Je fais partie de l'équipe qui a lancé la radio RFM en 2003. J'ai également fait la radio de la banlieue Oxygène FM. Donc, c'est par la suite que je suis arrivée à la radio-télévision sénégalaise. Voilà, pour le côté professionnel. Mais j'avoue que depuis le lycée, j'ai toujours été active dans le petit commerce d'abord, dans le tout petit commerce, parce qu'on vendait des pots d'encens à 3 000 pour gagner 500 francs par pot. Après, j'ai commencé à vendre des foulards que je commercialisais à 5 000 francs au lycée pour gagner 500 francs parce qu'il fallait que j'ai des foulards et je n'avais pas d'argent pour les acheter. Donc, à l'université, je vendais des parfums. Tous mes camarades de promo du CESTI se rappellent de mes sachets de parfums avec lesquels je venais en classe, que je vendais dans la journée, et le soir, j'allais me ravitailler. Le lendemain matin, je revenais avec un autre stock de marchandises. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à construire petit à petit le business dans lequel je m'active aujourd'hui. Par la suite, j'ai fait de l'habillement, de l'agroalimentaire, de l'alimentaire. Aujourd'hui, je suis dans le voyage, je suis dans la communication. Je suis un peu dans tout, mais ça va. On essaie de tirer notre épingle du jeu. Et comme on dit, on a osé, et aujourd'hui, on ne le regrette pas. D'accord, faire le journalisme pendant plus de 20 ans, si je peux m'exprimer ainsi, et un jour se réveiller pour définitivement embrasser le business. Pourquoi vous avez décidé une telle chose? En fait, j'ai toujours cumulé et j'ai pas totalement arrêté le journal. Peut-être je suis en retrait pour le moment, mais je suis toujours active en tant que professionnelle de la communication parce que j'ai une agence de com et je suis consultante en communication pour beaucoup de structures gouvernementales et des privés. Donc, je suis en quelque sorte dans ce métier tout à fait. Maintenant, je n'exerce plus en tant que journaliste et aujourd'hui, la plupart de mes activités, effectivement, sont tournées vers le business parce que le commerce, l'entrepreneuriat a été quelque chose qui m'a toujours séduit, a été quelque chose pour laquelle je me suis toujours battue parce que j'ai toujours eu une conviction, c'est que quand on veut réussir,
on ne se contente pas de son salaire. Quand on veut exercer, par exemple, en tant que journaliste, si on veut être un bon journaliste, il faut se battre à avoir une sécurité financière qui puisse nous permettre d'être à l'abri de la corruption, d'être à l'abri des tentations. Je suis de nature d'une forte personnalité. Donc, il y a des choses que je n'accepte pas et que je n'accepterai jamais. Peut-être c'est ce qui fait que très tôt, j'ai essayé de régler certaines questions avant de pouvoir exercer librement mon métier. D'accord, vous avez longtemps côtoyé des personnalités ici au Sénégal. C'est quoi exactement le secret de Houraye? Côtoyer une personnalité politique et ensuite être à l'abri de la corruption. Oui, j'ai toujours voulu rester moi-même. En fait, moi, je pense que garder sa dignité dans le milieu professionnel est une denrée très rare, mais c'est la chose la plus précieuse qu'on puisse avoir. Et j'ai l'habitude de dire aujourd'hui aux jeunes journalistes que ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui va impacter sur votre avenir dans 15 ans, dans 20 ans. Et c'est important. Il faut essayer de faire de son mieux pour s'éloigner du milieu de la corruption professionnelle, pour rester soi-même, pour garder son authenticité et sa liberté de ton. Peut-être que ça m'a valu quelques déboires au plan professionnel en tant que journaliste, mais ça m'a permis de rester moi-même, de regarder les gens en face et peut-être aujourd'hui d'être la personne respectée que je suis. Parce que côtoyer des personnalités et avoir le respect sans pour autant qu'on puisse avoir des choses à te reprocher aussi, ça a un prix, ça a un coût et que tout le monde peut-être n'est pas prêt de payer. Les gens ont envie d'avoir le gain facile tout de suite, d'être dans les petites boîtes, d'avoir de petites enveloppes qu'on a par-ci, par-là. Mais il y a des choses aussi, il faut rester digne, il faut rester soi-même, il faut rester professionnel jusqu'au bout des doigts. Et pour cela, il faut que les gens aussi comprennent que à chaque étape de la vie, il y a un prix à payer. Et il faut être prêt à payer ce prix-là. L'entrepreneuriat est dans le sang de Houraye Thiam, si on peut s'exprimer de la sorte. Aujourd'hui, vous avez créé votre propre agence de voyage appelée Machallah Pèlerinage. Est-ce que vous pouvez revenir sur ça? Oui, je suis tombée par hasard dans le pèlerinage à la Mecque. Je n'étais pas du tout destinée à ce milieu-là parce que ce n'était vraiment pas ce à quoi je m'attendais. C'est en 2013 que je suis allée pour la première fois à la Mecque. Et quand je suis arrivée le premier jour, je me suis investie parce que quand même j'avoue que j'ai toujours été associative, j'ai toujours milité dans les mouvements associatifs. Je vous disais tout de suite que j'ai été dans des syndicats, dans des associations, dans des mouvements, aujourd'hui dans des réseaux de femmes. Peut-être que c'est ce qui fait que je suis très active et quand je suis arrivée à la Mecque, aussitôt après j'ai commencé à m'investir, à accompagner les gens, à les aider, à orienter, à assister. Et de fil en aiguille, les gens pensaient que j'étais dans le staff d'encadrement. Et en 2013, quand je suis partie, j'ai découvert cette belle ville qui était la Mecque, cette belle ville qui était Médine. J'ai eu, c'est comme qui dirait une révélation, j'ai eu envie de revenir tous les ans à la Mecque. Et c'est comme ça que j'ai commencé à payer pour y retourner tous les ans. Finalement, je suis devenue encadreur et après quand les gens me voyaient, parce que je pense que j'ai été l'une des premières personnes à faire des lives à partir de la Mecque, des lives qui étaient suivis par 50 000, 100 000 personnes. Après, beaucoup de gens me posaient des questions, les gens qui voulaient partir se rapprochaient de moi, me demandaient comment ça se passait. Je partageais aussi mon expérience au quotidien parce que moi, en fait, j'adore partager, j'adore dire ce que je suis en train de faire et comment je suis en train de le faire. Donc en partageant, j'ai commencé à éclairer beaucoup de gens. Et c'est comme ça que l'année suivante, j'ai eu 46 personnes qui se sont rapprochées de moi pour me dire qu'elles voulaient partir à la Mecque. Et je travaillais avec une de mes belles-mères, que Dieu ait pitié de son âme, qui m'a initiée à Djakinege, qui m'a initiée à ce travail-là, qui m'a encouragée, qui m'a demandé de persévérer. Et comme ça, on a commencé à travailler ensemble. Et jusqu'à présent, je travaille avec sa fille. Donc c'est comme ça. Et quand le gouvernement a ouvert les dépôts de candidature pour les agences qui voulaient être agréées, j'étais prête parce que j'avais déjà une société qui fonctionnait, qui faisait autre chose que la Mecque. Donc, j'ai fait ma demande, j'ai obtenu un quota et c'est comme ça que j'ai commencé. Après, par la suite, la passion aidant, on a créé une association de voyagistes et depuis lors, je suis dans le bureau. Je gère tout ce qui est communication. On a commencé à s'investir
à fond dans tout ce qui concernait la Mecque et la Umrah. Et aujourd'hui, je me suis beaucoup plus spécialisée dans la Umrah et on a lancé un concept fou, mais un concept novateur qui fait que chaque mois, on a un groupe qui part. C'était pas évident, mais c'est heureux de voir vous avez dit que c'était c'était pas évident. Est-ce facile réellement de gérer ou bien même d'évoluer dans un milieu où qui est typiquement dédié aux hommes? Est-ce facile réellement? Oui, c'est vrai que c'est pas évident parce que déjà c'est un cercle assez masculin, assez arabisant, assez conservateur. Moi, j'ai pas fait l'arabe, j'ai pas fait de grandes études religieuses. Je parle pas je parle pas très bien arabe. Donc venir comme ça en tant que journaliste jeune aussi, parce que je fais partie des plus jeunes organisateurs du pèlerinage. Si je suis pas la plus jeune, je fais partie des plus jeunes aujourd'hui dans ce pays. Donc être là et être reconnu à travers des gens qui sont plus âgés, qui ont l'âge de nos parents, c'est pas évident. Mais comme je dis, en fait, moi j'ai toujours cru en une chose. Il faut se battre avec ses convictions. Et quand on intègre quelque chose, quand on fait quelque chose, on ne fait pas dans la demi-mesure. Moi, quand je fais quelque chose, je le fais à fond. Quand je m'engage dans quelque chose, j'y vais à fond. Quand je me bats pour quelque chose aussi, j'y vais à fond. Donc, d'habitude, mon mari me taquine pour me dire que tu fais du 200 à l'heure. Effectivement, je fais plus que du 200 à l'heure. Je fais plus que 24 heures de boulot. Mais après, au finish, je suis satisfaite de voir que j'ai pu le faire. Ce n'était pas évident, mais on a pu le faire. Et je crois aussi au travail d'équipe. En fait, je suis très travail d'équipe et très ouverte d'esprit, ce qui permet d'avancer rapidement, d'apprendre rapidement, de pouvoir organiser les gens, de pouvoir être avec des équipes, d'être dans des dynamiques d'ensemble. Et c'est heureux de voir aujourd'hui que, alhamdoulilah, on commence à avoir une existence réelle dans ce milieu et n'empêche qu'on fait autre chose également. D'accord, qui dit entrepreneuriat, dit échec, dit difficulté. Quels sont les plus grands échecs que vous avez eu à vivre durant tout ce temps-là? Les échecs, on les vit tous les jours. Et comment vous faites pour les surmonter? Oui, en fait, moi, heureusement que je suis très forte dans ma tête parce que je me dis que, en fait, j'ai souvent l'habitude de dire que tout ce qui arrive par la volonté de Dieu. Tout ce qu'on a à faire, c'est de donner le meilleur de nous-mêmes et le reste, on laisse entre les mains du Seigneur. Parce que tout simplement, pour ce qui est des échecs, c'est des pertes en argent, c'est des pertes en énergie, on s'expose, on prend des risques, on se bat et c'est pas évident. Mais je dis, il ne faut pas avoir peur de tomber, il faut oser se relever. Et à chaque fois qu'on tombe, je me dis que Dieu nous donne l'occasion de nous relever. Il faut se relever et avancer. Et on apprend de ces échecs. Moi, je n'ai pas peur de l'échec. J'ai peur de l'abandon. Je n'ai pas peur de l'échec. J'ai peur de la démission. Tant que je sais que je peux me relever, l'erreur que je commets aujourd'hui, je ne la commettrai pas demain. Et c'est comme ça qu'on avance. Je lisais Robert Kiyosaki, que je conseille d'ailleurs aux jeunes entrepreneurs, parce que quand on veut faire des choses, il faut aussi s'armer moralement, mentalement, psychologiquement, être prêt à subir des contre-coups, mais pouvoir avancer. Parce que je lisais Robert Kiyosaki qui disait que quand il a perdu 30 millions de dollars, on disait qu'il avait perdu lui, il disait qu'il n'avait pas perdu. Il venait d'acheter, de se payer la meilleure leçon de sa vie. Moi aussi, il m'arrive de perdre beaucoup d'argent, de perdre beaucoup d'énergie. La plus grosse somme que vous avez eu à perdre? Ah, ça, je préfère ne pas donner de montant parce que sinon les gens vont avoir peur. Environ? Ah, mais c'est quand même beaucoup d'argent. 10 millions? Non, c'est beaucoup plus que ça. 20 millions? C'est beaucoup plus que cela, mais on se bat. D'accord. C'est beaucoup plus que cela, mais en fait, ça ne nous fait pas peur. Ça ne nous fait pas peur parce que tout simplement, je dis que quand on tombe, on se relève. Quand on se dit, j'ai l'habitude de dire à mes amis, oui, vous avez vu ce qui m'est arrivé, je suis une grande sinistrée économique actuellement, mais je m'en sors plus forte en fait. Plus forte, et dès le lendemain, je me suis remise à travailler et je me suis dit, je peux le faire. C'est moi qui l'avais fait, je peux encore le refaire. Et alhamdoulilah, je suis en train de me battre pour le refaire. D'habitude aussi, nos jeunes frères et sœurs aussi, quand on leur parle d'entrepreneuriat, ils pensent qu'il faut avoir des millions pour investir. Qu'est-ce que vous leur dites? Non, je pense qu'on peut démarrer avec très peu d'argent. Déjà, en fait, tout est dans la tête. Tout est dans la tête parce que tout simplement, je parle souvent aux jeunes. Je leur dis que, écoutez, est-ce que vous savez qu'un business, on peut le démarrer avec 50 000? Moi, je vous disais tout de suite que j'ai commencé avec 30 000 francs, je vendais des parfums.
Je les prenais à 30 000. L'échantillon, je la prenais à 1250 que je revendais à 2500. Donc, je gagnais 1000 francs sur chaque bouteille. À qui vous revendiez ça? Les étudiants du CESTI, les femmes du CESTI, mon environnement. C'était quelle année? C'était en 2000, c'était en 2000, 2002. C'était en 2002. Donc, mais est-ce que les contextes économiques 2001, est-ce que les contextes économiques aussi sont pareils? Parce que là, c'était en 2002 et là, actuellement, nous sommes en 2021 où les temps sont durs. Les prix n'ont pas changé. En fait, vous savez, quand vous avez un capital de 50 000, est-ce que vous savez que moi, j'ai vendu du ketchup? Le ketchup, c'est le poisson séché. Pour la première opération de ketchup, j'ai perdu. Je l'ai fait avec une amie qui s'appelle Tabaragaku, qui est aujourd'hui une jeune auto-entrepreneur qui est dans la mode et tout ce qui est cosmétique. On a commencé à faire du ketchup. On a perdu le premier investissement qu'on avait mis dans le ketchup. J'ai fait du poulet. J'ai perdu une partie de l'investissement, je me suis relevée. Donc écoutez, n'ayons pas de complexe en se disant, oui, il me faut des millions pour investir. Ce dont on a besoin pour investir, c'est la foi, la conviction et l'engagement de pouvoir travailler sans baisser les bras. Oser avancer et se battre. Aujourd'hui, moi, je dis à tout le monde, j'ai commencé avec très peu d'argent. Au lycée, quand j'ai commencé à me voiler, je n'avais pas d'argent pour acheter les voiles. Les voiles, je vous ai dit que je les prenais à 5 000. J'ai organisé les élèves en tontine. Chaque jour, les élèves cotisaient 100 francs. Je récupérais cet argent et tous les 10 jours, je livrais à quelqu'un et je gagnais 500 francs sur chaque voile. Donc, des exemples énormes comme ça. Je vendais des chemises, des costumes, des cravates, des chaussures. En fait, j'ai vendu du tout. J'ai fait du tout. Et jusqu'à présent, je continue à faire du tout. Mais peut-être avec de grandes spécialisations de temps en temps. Mais aujourd'hui, je dis aux gens, n'ayons pas peur de démarrer. Et démarrons avec ce qu'on a. Aujourd'hui, si la personne a un capital de 100 000 francs, il peut acheter énormément de choses qu'il peut revendre. On est à la veille des fêtes de Pâques. Aujourd'hui, la pâte d'arachide, elle peut être vendue à 6 000 francs. Le seau, on peut l'avoir à 4 500. Sur chaque seau, quelqu'un peut gagner 1 500. Vendons 100 seaux et on aura 150 000. C'est comme ça qu'il faut réfléchir en fait. Il faut se dire, si je vends par exemple du maquillage, la poudre, elle coûte 6 000. On l'a à 3 500. Peut-être on dépense 500 francs, 700 francs pour la faire venir. OK, on a dépensé 4 000 francs. On la vend à 6 000. On gagne 2 000 sur chaque pot. Essayons de vendre sur le long terme 500 pots, 1000 pots. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. On ne peut pas commencer, se réveiller du jour au lendemain pour parler de millions, de dizaines de millions, de centaines de millions. Non. On se réveille en parlant de 500 000, de 200 000, de 300 000. Aujourd'hui, il y a des femmes qui font des choses extraordinaires avec 25 000 par jour. Elles vont au marché aux poissons. Elles achètent la bassine de poissons à 25 000, qu'elles revendent à 35 000. Elles cotisent dans la tontine du marché les 5 000 francs. Les autres 5 000, elles entretiennent leur famille avec. C'est comme ça qu'il faut comprendre les choses. Donc, pensez-vous que l'entrepreneuriat féminin a de l'avenir en Afrique? Mais aujourd'hui, en Afrique, c'est l'entrepreneuriat féminin qui est la sève nourricière de notre économie. Parce que tout simplement, regardons toutes ces femmes. Elles ne sont pas très visibles. Elles ne pèsent pas comme des milliardaires ou des multimilliardaires. Mais elles sont là, omniprésentes, dans les transports, dans les marchés, dans le petit commerce, dans le petit business, dans la restauration, dans la lingerie. Elles sont omniprésentes partout. Regardez sur la toile tout ce qu'il y a commerce digital. Et je dis qu'aujourd'hui, le digital nous a offert des opportunités extraordinaires. On a notre marché sur notre téléphone. Il suffit qu'on s'y investisse, qu'on se batte à promouvoir nos produits, qu'on se batte à promouvoir notre image, qu'on se batte à promouvoir notre offre pour nous imposer. La terre, elle est vaste. La demande, elle est grande. Il faut juste que les gens cultivent davantage de conviction pour y arriver. Madame Prera, qui vous a inspiré? En fait, j'ai toujours vu ma mère se battre. J'ai toujours vu ma mère se battre avec son petit commerce, acheter des terrains, construire des maisons, réaliser des choses à partir de toutes petites choses. Je vous dis qu'elle vendait de l'encens. Ça m'a énormément inspirée. Après le bac, j'ai voulu arrêter mes études pour aller faire du commerce. Je devais démarrer avec 70 000 francs. Heureusement qu'on m'a conseillé de ne pas le faire, qu'on m'a demandé de continuer les études et j'aurai l'occasion de le faire. Et c'est comme ça que j'ai continué. Aujourd'hui, j'ai fait aussi beaucoup de marketing de réseau. J'ai été à la tête d'une équipe de plus de 1000 personnes. Ça m'a énormément forgé. J'ai fait aussi beaucoup de formations en développement personnel. Ça m'a beaucoup aidé. Et aujourd'hui, je suis convaincue d'une chose. Tant qu'on veut, on peut. D'accord. Là, je pense que rien à rajouter. Mais nous avons constaté qu'aussi, vous êtes tout le temps entre les avions. Comment parvenez-vous à gérer votre famille et votre business?
peut-être que j'ai la chance d'avoir un mari qui est très compréhensif, qui ne demande pas qu'on lui fasse la cuisine tous les jours ou que je sois tout le temps à la maison. Peut-être c'est la première chance que j'ai. Je dis aujourd'hui la chance que j'ai, c'est d'avoir un mari extrêmement compréhensif. Et autre chose également, peut-être que aussi j'ai des enfants qui commencent à être grands. J'ai très tôt fait mes enfants, je les ai fait quand j'étais étudiante. Donc ça m'a beaucoup aidé aussi. Aujourd'hui, peut-être ils sont assez grands pour comprendre que je suis très active. Effectivement, quand ils me voient du matin au soir à la maison, ils me disent « Ah, aujourd'hui, tu ne travailles pas ». Finalement, j'ai installé un petit bureau chez moi pour leur dire que maintenant, maman travaille à moitié à la maison. Je fais beaucoup de télétravail. Ça m'aide aussi à rester en famille, à rattraper les années que j'ai perdues. Parce qu'effectivement, j'ai été très absente au sein de ma famille. Mais ça, c'est le coût aussi. Il y a un coût à payer. Il y a un coût qu'il faut oser payer aussi. Si on veut avancer, le plus grand plaisir qu'on a en tant qu'entrepreneur, c'est de voir que les choses bougent de par notre fait. Ça, c'est important et c'est un plaisir qui n'a pas de prix. Et pour ça aussi, il faut que les gens soient psychologiquement préparés, qu'il y ait un encadrement qui puisse permettre aux uns et aux autres d'avancer, que les hommes puissent supporter les femmes, parce que ce n'est pas évident. Tant qu'on considère les hommes comme des gens qui nous empêchent de réussir, on ne va pas réussir. Mais tant que les hommes nous considèrent aussi comme des êtres qui doivent venir en seconde position, on ne va jamais avancer. Donc, il faut aussi qu'on cultive ce partenariat-là, cette solidarité entre les hommes et les femmes qui nous pousse à être ensemble. Maintenant, il faut bouger. Je pense que même si je n'avais rien à faire en tant que businessman, j'adore voyager. Le voyage, c'est ma passion. Donc, je me réveille du jour au lendemain, je dis, il faut que je bouge. J'achète un billet et je sors. Parce que tout simplement aussi, il y a des choses qui nous font plaisir et qui n'ont pas de prix, qui nous permettent de souffler, qui nous permettent de nous ressourcer, qui nous permettent de découvrir. L'aventure nous apprend énormément. Les voyages nous apprennent voilà. énormément. Quelle est la plus grande expérience que vous avez eu à vivre à travers ces voyages-là, que vous aimez tant? Déjà, mon séjour à la Mecque a été quelque chose qui m'a énormément marqué, qui a donné un autre tournant à ma vie, qui a changé tout ce que j'avais planifié, parce que moi, je me voyais très grande journaliste, peut-être sur l'international, aller faire autre chose ou dans les institutions internationales. C'est comme ça que je pensais que j'allais terminer ma carrière, mais pas aujourd'hui être là, peut-être à faire de la veille, du conseil, du commerce, etc. Non. Le voyage à la Mecque a littéralement changé ma vie. Un autre voyage aussi qui m'a énormément marqué, c'est mon séjour de formation en Indonésie, où je faisais une formation en développement personnel en 2012, qui m'a énormément aidé, qui m'a énormément ressourcé, qui m'a énormément réconcilié avec moi-même, qui m'a énormément fait ouvrir les yeux, qui m'a permis de comprendre que tant que je considère que le ciel est le seul obstacle qui est devant moi, j'ai une marge de progression et que je peux avancer. J'ai aussi des séjours inoubliables que je fais souvent au Maroc avec des consoeurs de toute l'Afrique, le réseau des femmes panafricaines que j'embrasse à travers tout le continent, des consoeurs qu'on a découverts à travers ce formidable réseau et qui aujourd'hui constituent une seconde famille professionnelle et qui chaque jour me permettent d'apprendre, de découvrir, d'interagir avec 400 femmes leaders à travers le continent et ça me permet de rester en connexion avec la presse. D'accord. Quel conseil donnez-vous à ces milliers de jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat? D'abord, je leur dis qu'il ne faut pas être pressé. Il faut prendre le temps de construire ce qu'on veut faire. Il faut prendre le temps d'échouer et de redémarrer. Il faut prendre le temps d'apprendre de ses erreurs. Il faut prendre le temps aussi de comprendre que la solution, elle est en nous. On a la clé de réussite en nous. Personne ne peut nous faire réussir. C'est nous-mêmes qui devons nous battre à nous faire réussir. C'est nous qui devons nous battre à avancer. Il ne faut pas penser que j'ai échoué parce qu'il y a telle personne. J'ai échoué parce qu'il y a telle chose. Non. Il faut se dire que j'ai échoué aujourd'hui, mais c'est pour apprendre et réussir demain. Il faut comprendre cela et ne pas se précipiter. Il ne faut jamais confondre vitesse et précipitation. Il faut avancer lentement, mais sûrement. Se dire que il faut qu'on avance. Il faut aussi avoir l'humilité d'apprendre. Il faut avoir l'humilité de se rapprocher de ceux qui peuvent nous apporter quelque chose. Comme j'ai l'habitude de dire, on a tous besoin d'un mentor pour réussir. Il y a énormément de mentors dans tous les secteurs d'activité. Celui qui en sait plus que toi peut devenir le mentor qui peut t'aider à comprendre les choses. Il faut avoir l'humilité d'apprendre. Il faut avoir l'humilité d'avancer. Il faut avoir l'humilité de reconnaître ses torts et de pouvoir se relever. Il faut aussi comprendre que la clé de la réussite, elle est entre nos mains, elle est entre les mains de chacun d'entre nous. Et maintenant, à quel niveau est-ce qu'on va réussir? Comme disent les Wolof, ça veut dire que si on ne se casse pas la tête en regardant ce que les autres ont
on va se contenter de ce qu'on a et on sera heureux par rapport à ce qu'on a. Apprenons à être heureux avec ce qu'on a. Battons-nous avec nos propres moyens, battons-nous avec notre propre conviction. Et j'ai l'habitude de me dire que le Sénégal, l'Afrique se fera avec ses fils et ses filles. Et il faut qu'on fasse partie de ces gens qui vont faire l'Afrique de demain. Il faut qu'on fasse bouger l'Afrique, il faut qu'on fasse bouger le Sénégal et c'est possible. Chers téléspectateurs, je pense que vous l'avez bien écouté. Vous avez appris à travers ces expériences, mais surtout les échecs qu'elle a eu à vivre durant toutes ces années de business. Merci Houraye Thiam Préra de nous avoir accordé un peu de votre temps qui est si précieux. Merci beaucoup. Modèle de réussite vous remercie encore une fois et vous donne rendez-vous prochainement.